Bonjour à toutes et à tous. Alors comment est-ce qu'on passe d'une guerre civile sur une petite île européenne au XVIIe siècle à la naissance des États-Unis d'Amérique? Ça peut paraître un peu lointain comme lien, et pourtant c'est une incroyable réaction en chaîne. C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. D'abord, on va plonger dans la naissance du modèle parlementaire britannique. Ensuite, on suivra le voyage de ces idées, comment elles ont traversé la Manche grâce aux Lumières. Et enfin, on verra comment tout ça a été mis en pratique, et même poussé beaucoup plus loin lors de la Révolution américaine. Tout commence avec cette question. Une question absolument radicale pour l'époque. Au XVIIe siècle, en Angleterre, on va oser faire quelque chose d'impensable. On va juger son propre roi, Charles Ier. Et cet acte, c'est une rupture fondamentale. C'est la première fois qu'on affirme, noir sur blanc, qu'un monarque n'est pas au-dessus des lois de son pays. Il faut bien voir que ce XVIIe siècle anglais est une période de chaos total, mais aussi un vrai laboratoire politique. Regardez cette frise. En 1649, une première révolution qui se termine dans le sang, avec la décapitation du roi. On tente ensuite une république, puis on restaure la monarchie. Mais le conflit entre le roi et le Parlement reprend de plus belle. Et en 1688, c'est la deuxième révolution qu'on appelle la Glorieuse Révolution, parce qu'elle se fait sans combat. Et c'est elle qui va déboucher sur un compromis politique durable. Ce tableau résume parfaitement la rupture. À ce moment-là, partout en Europe, et notamment en France avec Louis XIV, le modèle qui triomphe, c'est la monarchie absolue. Le roi est la loi. Point. L'Angleterre, elle, invente quelque chose de complètement différent, la monarchie parlementaire. Le point crucial, il est là, le pouvoir est désormais partagé. Le roi ne peut plus gouverner seul dans son coin. Pour les lois, pour les impôts, il doit avoir l'accord du Parlement. Et ça se traduit par des lois très concrètes. Le premier pilier de ces nouvelles libertés, c'est l'habeas corpus. Un principe qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que le pouvoir ne peut plus vous jeter en prison sur un simple caprice. Fini les lettres de cachet du roi de France. Maintenant, toute arrestation doit être justifiée devant un juge. C'est un bouclier essentiel contre l'arbitraire. Et voici le texte qui vient vraiment graver tout ça dans le marbre, c'est le fameux Bill of Rights, la Déclaration des droits de 1689. Là, on ne parle plus de tradition, mais bien d'une loi écrite que le roi est obligé d'accepter pour monter sur le trône. C'est l'acte de naissance officiel de la monarchie parlementaire britannique. Bon, maintenant notre histoire traverse la Manche. On va suivre un jeune écrivain français, hyper brillant mais aussi très impertinent, François-Marie Arouet, que l'on connaît mieux sous le nom de Voltaire. Suite à une dispute avec un noble, il est obligé de s'exiler. Et où va-t-il? En Angleterre. Et ce séjour va complètement changer sa vision du monde. Et à travers lui, l'histoire des idées en Europe. Cette citation, tirée de ses lettres anglaises, c'est une vraie bombe à l'époque. Analysons un peu. Il dit que les Anglais ont réussi à régler le pouvoir des rois en leur résistant. Le mot-clé ici, c'est « résister ». Pour un Français de l'époque, qui vit dans l'obéissance absolue au roi, l'idée même qu'on puisse légitimement résister au pouvoir est totalement subversive. En fait, il décrit un idéal, un pouvoir fort pour faire le bien, mais incapable de nuire. Ce qui fascine Voltaire, ça va au-delà de la politique. Il observe toute une société qui lui semble bien plus moderne. Il admire la tolérance religieuse, la place qu'on accorde aux commerçants, à ceux qui créent de la richesse, et surtout le respect immense pour la science. Le fait qu'un savant comme Isaac Newton ait eu droit à des funérailles nationales comme un roi, ça le marque profondément. Rien à voir avec le statut des intellectuels en France à ce moment-là. Évidemment, quand son livre sort en France, la réaction est immédiate. Il est censuré, brûlé sur la place publique. Mais comme souvent, l'interdiction ne fait qu'attiser la curiosité. Les lettres anglaises deviennent un best-seller clandestin. C'est une source d'inspiration majeure pour tous les philosophes des Lumières. L'idée d'un gouvernement limité, qui respecte les libertés, commence à faire son chemin dans les esprits. Et le voyage de cette idée ne s'arrête pas là. On traverse maintenant l'Atlantique, direction les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Les gens qui vivent là-bas se considèrent comme des Anglais à part entière, avec les mêmes droits, ce garantis par le fameux Bill of Rights. Alors que se passe-t-il quand ils ont le sentiment que la couronne britannique elle-même bafoue ses droits? Eh bien, c'est l'engrenage. Londres, pour renflouer ses caisses après des guerres coûteuses, impose de nouvelles taxes. La réaction des colons est immédiate et elle s'appuie sur un principe anglais « No taxation without representation », pas de taxes sans être représentés. Puisqu'ils n'ont pas de députés au Parlement de Londres, ils considèrent ces taxes comme illégales. L'ironie, c'est qu'ils utilisent les principes de la Révolution anglaise contre le roi d'Angleterre lui-même. Au début, ils ne veulent pas l'indépendance, ils veulent juste que leurs droits soient respectés. Mais le roi George III reste inflexible. La protestation se transforme alors en révolution. Le 4 juillet 1776, ce texte vient acter la rupture. Et qu'est-ce qu'on y lit? Droits inaliénables, liberté. Ce sont les idées qui sont nées en Angleterre, qui ont été théorisées par les philosophes et qui sont maintenant utilisées pour fonder une toute nouvelle nation.
Sur le papier, le conflit semble totalement déséquilibré. Ce graphique le montre bien. L'armée britannique est bien plus nombreuse, mieux équipée. Mais les insurgés, menés par George Washington, compensent par une détermination sans faille. Et surtout, ils vont recevoir une aide cruciale, celle de la France. Pour affaiblir sa grande rivale, la Grande-Bretagne, la France de Louis XVI va fournir des troupes et de l'argent. Un soutien qui se révélera décisif. En 1783, c'est la victoire. La Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance de ses anciennes colonies. Un nouveau pays est né. Mais le plus dur reste peut-être à faire. Comment on fait pour traduire en institutions, en lois, les grands principes de la déclaration d'indépendance? Comment on construit un État à partir de ces idées? Et voici la réponse. La Constitution de 1787. C'est l'aboutissement de toute notre histoire. Mais attention, ce n'est pas une simple copie du modèle britannique. C'est une version bien plus radicale. On ne se contente pas de limiter le pouvoir d'un roi, on le supprime carrément. On crée une république avec un président élu. On met en place une séparation très stricte des pouvoirs, inspirée du philosophe français Montesquieu, pour être sûr que personne n'ait trop d'autorité. C'est bien le modèle anglais, mais qui a été repensé et poussé jusqu'au bout par les idées des Lumières. Mais ce tableau presque parfait a une ombre immense, une tache indélébile. Ce chiffre, 700 000, c'est le nombre de personnes réduites en esclavage aux États-Unis en 1790, un an seulement après la mise en place de cette fameuse constitution. Et là, il faut vraiment adopter un regard critique. Les grands principes de liberté et d'égalité qu'on a vus, en réalité, ils ne s'appliquent qu'à une petite minorité de la population. Les hommes blancs propriétaires. Et c'est ça la grande contradiction de cette nouvelle nation. Elle se fonde sur des idéaux universels, tout en maintenant l'esclavage, en excluant les femmes de la vie politique et en menant une politique de dépossession violente des peuples amérindiens. On termine donc sur cette question, une question qui résume toute la complexité de ce modèle américain. Comment une nation peut-elle se présenter comme la terre de la liberté tout en refusant cette même liberté à une si grande partie de sa population? C'est une tension qui va marquer toute l'histoire des États-Unis. L'idée née en Angleterre a bel et bien changé le monde, mais cette histoire nous montre que proclamer des droits, c'est une chose, mais les appliquer à tout le monde, c'en est une autre, bien plus compliquée.